Madame, monsieur, soyons clairs. Ce message est un premier signal d'alerte. Malgré la mobilisation, notamment celle de nouveaux donateurs, nous accusons un retard important par rapport à l'an passé. Nous avons besoin de vous. Faire un don, c'est aussi reprendre le contrôle de votre impôt. Soutenir les projets et les idées qui vous tiennent à cœur plutôt que de financer des médias qui vous méprisent. En donnant à TVL, vous donnez un sens nouveau à votre contribution fiscale. Vous êtes les acteurs d'un changement puisque vous transformez votre impôt en un acte révolutionnaire. Faites un don à TVL. Investissez dans la liberté d'informer, dans la liberté à tout prix. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Commençons par le commencement. Je vous le demande à chaque numéro, mais n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air s'il vous plaît. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous le savez, je les lis. Je mets des petits pouces sur tous ceux que j'ai lus. Et ça aide vraiment le référencement de cette émission. Place au programme de la semaine, Jean-Yves. L'image de la semaine, bien sûr, c'est Mayotte. On va s'intéresser aux véritables raisons de la catastrophe. Et puis, pour le dossier de cette semaine, on s'intéressera à Wikipédia ou l'encyclopédie des chiens de garde du système. Vous allez voir, on n'oubliera pas bien sûr les pastilles de l'information. Et puis pour le portrait piquant, on s'intéressera à un journaliste bien connu, Benjamin Duhamel, qui officie notamment sur BFM TV. Immédiat numéro 519 déjà. Eh bien c'est parti. Le cyclone Chido a semé le chaos à Mayotte. On commence par une rapide revue de presse. Le Monde qui nous dit que le bilan est difficile à établir. Également Sud-Ouest, le déclenchement de l'état d'urgence pour Mayotte. L'Express qui nous explique que le recensement des victimes est complexe. Et puis également le Figaro, les habitants qui s'activent avec l'énergie du désespoir. Voilà Jean-Yves. On va commencer par la première polémique autour de ce cyclone qui a eu lieu à Mayotte. C'est le déplacement de François Bayrou à Pau, pas à Mayotte. Un déplacement qui aura coûté 12 000 € pour voter une subvention d'aide à Mayotte de 25 000 €. Je vous propose d'écouter à ce propos Vincent Herouette, c'était sur CNews. Et que le Premier ministre est en train de tenir un conseil municipal à Lannoy, dans sa ville natale, pour dire on est toujours là, dans une démagogie. Il faut l'écouter quand même. Je suis à Pau, parce qu'autrement on aurait dit que j'étais là-haut et que je ne m'occupais plus des gens d'en bas. Eh bien non, on lui demande de s'occuper de la France, des Français. Et les Mahorais, jusqu'à preuve du contraire, sont Français. Les plus ignorés et les plus agressés, non pas par la catastrophe naturelle, mais par l'incurie de l'État, l'impéritie des pouvoirs publics qui ont laissé construire des bidonvilles invraisemblables depuis très longtemps. C'est-à-dire que même les bâtiments publics n'ont pas été construits selon des normes anticycloniques. Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce déplacement de François Bayrou à Pau et son absence à Mayotte ? Bon, écoutez, à Mayotte, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ne soit pas à Mayotte parce que l'arrivée de grandes personnalités sur un territoire sinistré, ça complique la vie du préfet, la vie des secours, la vie des services de sécurité. C'est la deuxième catastrophe, quoi. C'est la deuxième catastrophe, en quelque sorte. Donc, qu'il n'aille pas à Mayotte, c'est plutôt une bonne chose. Bon, qu'il aille à Pau, tout ça, c'est de la communication. Parce que pourquoi il va à Pau ? Pour communiquer. Et pendant ce temps-là, il ne travaille pas, il perd son temps. Et s'il allait à Mayotte, comme d'ailleurs le président de la République y va, c'est pour communiquer. C'est la communication qui tue l'action. Alors Libération titrait
Bayrou, le cumul des couacs. Et puis Mediapart, après un début de mandat raté, Bayrou tente de se rattraper devant les députés parce qu'il est allé se justifier à l'Assemblée nationale en prime, Jean-Yves, pour dire qu'il était d'usage que le Premier ministre et le Président ne quittent pas en même temps le territoire national. Oui, ce qui est c'est d'Hexagone en l'occurrence, mais le Mayotte, c'est le territoire national. Donc oui, c'est voilà, un peu une gaffe, oui, c'est sûr. Ça a un peu crispé certaines personnes. François Bayrou, qui s'est également rendu sur la chaîne de télévision de France 2, vous parliez de communication tout à l'heure, Jean-Yves, et il était aux côtés de Nagui pour une soirée spéciale don pour Mayotte. On l'écoute tout de suite. Et hélas, les bidonvilles que nous avons vus. Où vivaient plus de 100 000 personnes. Plus de 100 000 de la personnes population. Qui étaient là et qui sont venus d'autres îles des Comores. Est-ce que ces bangas, comme on les appelle sur place, Monsieur le Premier ministre, ces bidonvilles, seront intégrés dans le plan de catastrophe naturelle? On parle de maisons qui ne sont pas assurées. On parle d'une population qui n'est pas assurée globalement. Toutes ces habitations détruites. Et même d'une population qui n'est pas recensée. En plus, c'est une population qui, du point de vue des papiers, est illégale. Et du point de vue de la vie, ce sont des hommes et des femmes. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal ou pas légal? Justement non. Voilà. Est-ce que ce soir tout le monde est mahorais sur le territoire? Tout le monde est mahorais. Nous sommes mahorais. On a un François Bayrou qui est quand même particulièrement à la peine. Les deux présentateurs font l'émission à sa place. Oui, et puis les deux présentateurs, parce qu'il dit quelque chose de bon sens. Le problème de Mayotte, c'est l'invasion migratoire que Mayotte a subie. Les bidonvilles, c'est l'invasion migratoire. Il le dit, mais bien sûr, c'est difficile. C'est un propos qui peut difficilement être reçu, puisque évidemment, on est dans une logique de secours, bien sûr, mais il rappelle quand même des réalités, pas très adroitement, on va dire, voilà. Enfin, on a un Bayrou qui est quand même particulièrement à la peine. Et c'est le Gorafi qui a fait cet article. Alors évidemment, c'est parodique. Mayotte, François Bayrou survolera l'île sur Google Maps. Il y avait également pas mal de mèmes qui ont tourné sur Internet avec Bayrou qui était en train de chercher les horaires de train pour Mayotte. Voilà. Il faut noter, Jean-Yves, quand même un point intéressant, c'est qu'un deuil national va être décrété pour ce cyclone. C'est le premier deuil national pour un événement climatique. D'abord, ce n'est pas un événement climatique, c'est un événement météorologique. Des cyclones, il y en a dans l'océan Indien depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années. C'est un cyclone fort, comme il y en a malheureusement de temps en temps. Deuxièmement, alors on fait un deuil national. Ça n'est pas non plus le pire événement climatique, parce que je rappelle qu'en 1999, il y avait eu la tempête Lothar qui avait touché une bonne partie du territoire hexagonal, du territoire français, qui avait fait 110 morts et qui avait été suivi le lendemain de la tempête Martin, qui avait fait 30 morts, c'est-à-dire 140 morts. On n'avait pas, à l'époque, fait un deuil national, alors qu'il y a eu des morts en nombre très important. Et des centaines de dégâts. Des dégâts extrêmement importants, des forêts centenaires qui étaient tombées. C'est la dérive qui consiste à faire de plus en plus souvent des journées de deuil national ou des minutes de silence, quoi, voilà. Alors, Jean-Yves, Emmanuel Macron se rend à Mayotte aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure. Il arrive avec 4 tonnes de fret alimentaire dans son avion, ainsi que des membres de forces de secours qui resteront sur place, nous annonce l'Élysée. Là encore, c'est de la communication ? C'est de la communication, il va se montrer là-bas. Évidemment, ça va aucunement régler les problèmes. Alors, bien sûr, comme il sait que ça peut être critiqué, que sa communication peut être critiquée, il explique qu'il amène du fret. Alors, écoutez, il amène 4 tonnes de fret. 4 tonnes, c'est 4 palettes. Voilà. C'est 4 palettes. Vous voyez, ça n'a pas d'effet, c'est du mini brouettage, et c'est une opération de communication qui se fait quand même au détriment
de la présence de la France sur l'échiquier international, puisque ça l'amène à sécher une réunion entre l'Union européenne et l'OTAN, et à propos d'un Conseil européen où il ne sera pas représenté, où il sera représenté par le chancelier allemand, alors qu'il y a des débats importants qui vont avoir lieu, notamment par rapport à la question de la guerre russo-ukrainienne. C'est pas très sérieux, c'est l'invasion de la communication au détriment de l'action. Bien sûr qu'il faut s'occuper de Mayotte, mais c'est pas comme ça. Alors, s'il y a un personnage qui prend plutôt bien la lumière dans toute cette communication, dans tout cet événement terrible qui a eu lieu à Mayotte, eh bien, il s'agit de Bruno Retailleau. Il a fait ce tweet notamment qui m'a intéressé. Ce qui attend la France à Mayotte est colossal, l'île est dévastée. Pour éviter d'autres crises, on ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter la question migratoire, nous dit-il. Il est plutôt engagé pour un ministre sortant, Jean-Yves, ce Bruno Retailleau. Alors effectivement, il est très présent. Alors je pense que autant la présence du président de la République ou du Premier ministre à Mayotte n'est pas justifiée, autant le déplacement de Retailleau, c'est le bon échelon. C'est-à-dire c'est le ministre de l'Intérieur, et donc qui a directement la charge des moyens de sécurité civile et des forces de sécurité publique, puisqu'il y a un problème de sécurité à Mayotte. Il y a d'ailleurs un couvre-feu, il y a des risques de pillage, etc. Donc sa présence est plutôt le bon échelon, en quelque sorte, et il pose quand même les vrais problèmes, à savoir... pourquoi y a-t-il des bidonvilles ? Parce que c'est un territoire où il y a 200 000 clandestins. C'est ça le problème. Et le clandestin n'a pas vocation à être relogé sur le territoire national. Le clandestin, il a vocation à repartir. C'est ce que dit monsieur Retailleau. Il pose la vraie question, le vrai problème. Au-delà, effectivement, du malheur immédiat et des secours qu'il faut évidemment apporter dans le temps de ce malheur. Il appelle notamment à être beaucoup plus dur vis-à-vis des Comores sur l'immigration. Et puis, il y a également cet article dans Atlantico, Mayotte ou l'illustration par le tragique de l'impasse migratoire française. Je crois que c'est une bonne formule, l'illustration par le tragique de l'impasse migratoire française, oui. Alors, il y a des gens qui se sont émus, malgré tout, de ce positionnement de Bruno Retailleau. C'est le cas de Mélanie Vogel, par exemple, qui est sénatrice écologiste pour les Françaises, avec le petit point, vous savez, en écriture inclusive, de l'étranger. Eh bien, elle déclare ceci: un cyclone dopé par le réchauffement climatique s'est abattu sur un territoire français délaissé. Des centaines, voire des milliers de morts sont à prévoir. Bon, on verra bien. Et vous écrivez que le problème de Mayotte, c'est l'immigration ignoble. On a également Mediapart qui nous parle d'une catastrophe climatique auquel on ne pourra pas s'adapter. C'est très étonnant, cette invasion, j'allais dire, du réchauffement climatique dans cet événement qui a eu lieu à Mayotte, dans ce cyclone, parce qu'on a par exemple des articles de Nature qui nous expliquent que les cyclones tropicaux diminuent sous l'effet du réchauffement climatique. Nature Climate Change, c'est pas... Nature Climate Change, voilà. Oui. Alors, si vous voulez, c'est intéressant parce que d'abord, il y a la confusion catastrophe météorologique, catastrophe climatique, première chose. Mais c'est classique. Dès qu'il y a une catastrophe, on explique ça par le changement climatique, alors qu'encore une fois, des catastrophes, que ce soit des inondations, des cyclones, des avalanches, des tempêtes, il y en a toujours eu. Alors, il est possible que certaines soient amplifiées, ou certaines de ces catastrophes soient amplifiées ou modifiées par l'activité humaine, le changement climatique en tout cas, mais c'est pas toujours le cas. Et au cas particulier, il semble que il y ait plutôt moins de cyclones tropicaux au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle qu'il y en avait avant. Donc c'est une affirmation purement gratuite et en l'occurrence infondée, sinon mensongère, mais on est habitué à ça parce que maintenant c'est de la récupération politique climatique. Non mais c'est pas seulement de la récupération, c'est pas de la récupération, c'est aussi de la désinformation. Oui, c'est de la récupération, mais c'est aussi de la désinformation. Dernier point, la sénatrice parle de centaines ou de milliers de morts.
Pour le moment, on considère qu'il y a 30 morts, ce qui est évidemment beaucoup trop. C'est peut-être pas le chiffre définitif, mais on n'est certainement pas dans les centaines ou les milliers de morts, comme on veut bien nous le raconter. Donc on a à la fois du catastrophisme et de l'idéologie et de la désinformation, en fait. Boulevard Voltaire a publié un article également sur la situation à Mayotte. De l'argent pour le monde entier, sauf pour Mayotte. Par exemple, ils reprennent les aides que Paris apporte au développement à l'étranger, avec 270 millions d'euros qui sont partis, par exemple, pour financer le genre en Colombie. L'État, là, vient, lui, de débloquer une aide d'urgence de 656 000 euros. Va y avoir d'autres aides publiques. On le voyait tout à l'heure avec ces soirées pour appel aux dons pour Mayotte. Voilà, il y a de l'argent pour certains cas, mais pas pour d'autres. Oui, alors, il faudrait nuancer le propos. Alors, Boulevard Voltaire a raison de souligner un certain nombre de gaspillages, notamment sur l'aide à des pays étrangers. On ne peut pas dire, en revanche, ça n'est pas exact, qu'il n'y a pas d'argent pour Mayotte. Mayotte coûte entre 2 milliards, 2 milliards et demi, 3 milliards chaque année pour un seul département. Vous voyez, si c'était ça pour tous les départements, c'est 300 milliards. Bon, donc on ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'argent pour Mayotte, sauf que Mayotte, c'est un peu un puits sans fond. Voilà. C'est ça la vraie difficulté. Ça renvoie au contrôle des frontières. Le problème de Mayotte, c'est le contrôle des frontières. Et ce qui est très intéressant, c'est le propos de Fabien Roussel sur RTL. C'est un seul peuple, ils parlent la même langue, ils ont la même couleur de peau, ils ont la même culture. Jean-Yves, vous avez sans doute quelque chose à dire. Alors, c'est extraordinaire. La définition de M. Roussel, c'est un peuple, c'est une race, une langue, une culture, une religion. Alors, je pense que c'est assez juste comme propos. Simplement, pourquoi M. Roussel l'applique-t-il uniquement, ce propos, dans l'océan Indien ou pour des populations d'origine africaine ou malgache et pas pour les populations d'origine européenne? Enfin, c'est quand même assez incroyable comme propos. Voilà. Il y a des cas où on peut le dire, il y a des cas où on ne pourrait pas le dire. Voilà. Voilà, il faudrait que Fabien continue de faire des efforts. Eh bien, on suivra les prochaines déclarations de Fabien Roussel dans les semaines à venir. Place maintenant au dossier de la semaine. Le Point vient de publier une grosse enquête sur Wikipédia. Wikipédia dans la fabrique d'une manipulation. Wikipédia, c'est 3,8 millions de visiteurs par jour, 2,6 millions d'articles en ligne en 2023 et Wikipédia fête ses 20 ans cette année. Ils ont fait un point plus particulier, Jean-Yves, sur par exemple le glyphosate. Comment est-ce que le glyphosate est traité par Wikipédia? Eh bien, figurez-vous que sur la page anglaise, il y a un consensus des agences sanitaires mondiales qui explique qu'il n'y a pas de preuve d'effet cancérigène sur l'homme pour le glyphosate. Mais en France, c'est un peu différent. Le début de la page assène que le glyphosate est classé comme probablement cancérigène. Alors, qui est responsable de l'édition de cette page sur le glyphosate? Eh bien, on a 22% des modifications qui ont été faites sur la page du glyphosate ont été faites par Factsorry. Voilà, il semblerait que ce soit un maître de conférence en informatique à l'université de Lille et il n'a aucune compétence particulière sur le sujet. Il n'est pas spécialiste des produits phytosanitaires ni même en toxologie. Il semblerait que ce soit une de ses croisades personnelles. Bon, en l'occurrence, je ne boirai pas un verre de glyphosate me concernant, mais visiblement, c'est lui qui tient cette page sur le glyphosate. 22% des modifications, c'est énorme. Leur page, à eux également, est victime d'une poignée de radicalisés 2.0. L'expression est là très intéressante également, qui donne une image calamiteuse de leur magazine. Alors, leur magazine est présenté sur Wikipédia comme islamophobe, comme d'extrême droite, et d'une déontologie et d'une fiabilité douteuse.
toute cette petite poignée de militants qui s'en prennent au Point, déréférencent les sources du Point sur Wikipédia. Donc les sources du Point sont supprimées de Wikipédia. Et c'est quand même très embêtant parce que Wikipédia, c'est quelque chose qui est très entraîné par Google. Donc ils perdent du référencement de leurs articles. La page du Point a été rédigée par un rédacteur qui s'appelle J.M. Guyon. Il semblerait que ce soit une traductrice, rédactrice indépendante qui est dans le sud de la France, qui n'a pas voulu répondre au Point, naturellement. Et elle censure, elle supprime des références au Point. Donc la vérité doit être 100% à gauche. En tout cas, elle n'est plus au Point sur Wikipédia. Alors, il y a plusieurs choses dans cette affaire. D'abord, le Point découvre la réalité qui existe depuis quand même un certain nombre d'années sur l'orientation de Wikipédia. Et ce qui est grave dans Wikipédia, c'est pas que le point de vue de gauche s'exprime. Bon, très bien qu'il s'exprime. Ce qui est grave, c'est que tous les autres points de vue soient cancellisés, supprimés, que les références ne soient pas admises. Une référence de Mediapart ou de Libération, on s'agenouille devant. Par contre, une référence de Valeurs Actuelles ou du Point, on la supprime. C'est ça le problème. Alors, le Point découvre un peu la réalité, c'est pas nouveau. Il y a eu, il y a quelque temps, une affaire avec Madame Rowling, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Sa page, c'est une catastrophe. Sa page a été saccagée parce qu'elle a été accusée d'être transphobie. Voilà. Il y a aussi Eugénie Bastier du Figaro qui est pas contente de sa page et qui souligne la différence entre la page de Salomé Saké, qui est une journaliste de Blast, qui est un média d'extrême gauche, mais là c'est présenté de manière très gentille. Alors c'est une journaliste française, tandis que pour Eugénie Bastier, elle commence sa carrière sous le parrainage d'Elisabeth Lévy et de Natacha Polony, notamment dans le média d'opinion de droite dur, le Figaro Fox, et dans le journal conservateur Causeur. Alors d'un côté il y a une journaliste et de l'autre il y a une qui commence sa carrière dans un média de droite dur. Alors une journaliste en l'occurrence de Blast, qui est un média d'extrême gauche, mais à la limite. Bon, voilà. Mais ça, c'est typique, évidemment. Mais alors, c'est grave quand même. C'est grave quand même, parce que quand vous êtes en contact avec quelqu'un, ou une association est en contact avec quelqu'un, et que la personne doit avoir des renseignements sur vous, sur l'association, la tendance est d'aller sur Wikipédia, et donc d'avoir une vision complètement déformée par l'extrême gauche. Donc, il faut dire en permanence que Wikipédia, c'est pas Wikipédia, c'est Wokipédia. Wokipédia, Wokipédia. Et on commence les pastilles de l'information avec les Miss France, ou comment la télévision vous impose sa vision. Eh bien, qui a remporté Miss France? C'est Miss Martinique, Angélique Angarny Philopon. Voici comment est-ce qu'on nous présentait cette cérémonie qui a eu lieu le week-end dernier. Miss France 2025, tableau jury, tout savoir sur l'élection ce soir sur TF1. Eh bien, on nous précise que c'était un jury 100% féminin, Jean-Yves. Déjà, premier point, alors il y avait Sylvie Vartan, Marie-Josée Perrac, Christina Cordula, une danseuse, une humoriste, une pianiste et une ancienne Miss France 2014, donc d'il y a 10 ans. Et les Miss, on nous présentait déjà justement Miss Martinique, Angélique Angarny Philopon. Pourquoi? Eh bien parce que c'était la candidate la plus âgée à se présenter au concours, et c'était la première fois après l'assouplissement des règles du concours Miss France. Jean-Yves, vous avez sans doute déjà un commentaire à faire sur ce jury 100% féminin. Alors d'abord, 100% féminin, pourquoi 100% féminin? Première question. Deuxièmement, sur les 8 membres du jury que vous avez cités, il y a 5 femmes d'origine étrangère sur 8, quand même beaucoup. Et sur les 8 femmes, il y a 3 femmes, comment on dit, racisées, d'origine donc non blanche, plutôt afro-caraïbe, on va dire, ou maghrébine. C'est quand même un biais de représentation tout à fait considérable, d'autant plus. On est sur TF1, ce sont les normes de l'Arcom. Ouais, c'est au-delà des normes de l'Arcom, là. Alors là, oui, ça, c'est encore à l'Arcom. L'Arcom, on aurait rêvé, mais ils ont fait mieux. Alors, le problème, c'est que
le vote est totalement faussé, puisque le vote du public, il se disperse en fonction du goût des individus, en fonction de leurs appartenances régionales ou de leurs appartenances communautaires. Donc ça se disperse. Bon, par contre, le vote du jury, ils se mettent généralement d'accord, ils se concentrent sur un candidat, et c'est évidemment ce candidat qui gagne. Alors, c'est assez intéressant. Le jury a volé les élections, alors. Le jury a volé les élections, mais c'est pas nouveau. Laurent Oberton a fait des statistiques de 2000 à 2017. Il y a eu 7 candidates issues de la diversité visible sur 18, 40%. Ah, c'est mieux que l'ARCOM, hein. Là, je vous accorde, beaucoup mieux que l'ARCOM. Et de 2017 à 2024, c'est 5 sur 9 issus de la diversité visible, c'est-à-dire 55%. Il y a un moment où ça porte un nom. Ce nom, c'est le racisme anti-blanc. Voilà. C'est un concours raciste anti-blanc. Voilà la réalité. Alors Jean-Yves, il y a Le Parisien qui a fait une petite vidéo récapitulative sur la victoire de Miss Martinique, qui est désormais Miss France 2024. Je vous propose de la regarder. La Miss France la plus âgée et la première trentenaire, la limite d'âge ayant été supprimée en 2022. Et d'ailleurs, son premier discours pendant l'élection aura été marqué par sa phrase « Au nom de toutes celles à qui on a dit un jour que c'était trop tard ». Miss Martinique, qui es-tu? Je suis Angélique Angarnier-Philopon et je suis Miss France. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, ça va, Miss Nord-Pas-de-Calais, oui, au moment où vous attendiez le couronnement? On se faisait plein d'éloges l'une et l'autre. Beaucoup de compliments, beaucoup de « c'est toi qui vas gagner, tu vas être la petite poupée du peuple ». Et elle qui me disait « mais non, c'est toi qui vas gagner, tu mérites ». Et Le Parisien a d'ailleurs produit une série d'articles très intéressants. Comment l'élection s'est totalement renouvelée. Les dernières Miss France sont stupéfiantes, inattendues, modernes. Alors on a même Libération, un compte parodique qui a imaginé la prochaine, en exagérant très fortement bien sûr, la prochaine Miss France 2026. Il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé, Jean-Yves, ce sont les questions qu'on leur pose aussi à ces Miss France. Là on parlait d'un biais de choix du jury. Mais il y a aussi les questions qui ont été posées cette année qui sont très très intéressantes. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Miss France, comment utiliseriez-vous votre voix pour sensibiliser les Français aux défis liés au changement climatique? La question est appréciée par le public. Bonsoir, merci pour cette question. J'en étais sûre. C'est quand même très intéressant parce qu'au départ, c'est un concours de beauté. Bon, la beauté, ça existe, c'est un concours de beauté. Là, c'est un grand oral politiquement correct. Bon, alors c'est vrai qu'elle est prise en défaut. Elle aurait dû avoir des coachs qui lui auraient dit voilà ce qu'il faut répondre, quoi. Voilà. Enfin, c'est complètement... Alors non seulement on a le biais ethnique, mais on a aussi le biais idéologique. Voilà. Sur X, quelqu'un s'est amusé à imaginer une question qu'on aurait pu poser également aux Miss France. Bonsoir Miss Corse, Élise Lucet pour Cache Investigation. Comment utiliseriez-vous votre titre pour trouver une solution dans le conflit israélo-palestinien? Bon, au bout d'un moment, il ne faut peut-être pas trop pousser non plus sur le rôle des Miss France. Bah oui, mais c'est la logique. C'est la logique, oui. Oui. Alors pendant ce temps-là, figurez-vous qu'aux Pays-Bas, eh bien, on dit au revoir au concours de Miss. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, la dernière Miss, c'est un Mister. Il s'agit de Ricky Collet, qui était le premier personnage transgenre à obtenir ce titre. Les Pays-Bas dénoncent l'énergie négative du concours et l'obstination du spectateur et les critiques incessantes sur l'apparence des candidates. C'est un peu amusant, ça. Oui, c'est un peu la logique quand même. C'est une émission de discrimination physique quand même, Miss France. Bon, mais c'est interdit la discrimination. La discrimination politique n'est pas interdite. La discrimination raciale n'est pas interdite à condition de bénéficier à ceux qui ne sont pas blancs. Non, il y a les bonnes et les mauvaises discriminations. En fait, l'Occident, c'est devenu un asile psychiatrique, quoi.
En tout cas, ça se complique pour les Pays-Bas. Mais en France, Sylvie Tellier nous dit que ce concours a toute sa place dans notre société, aujourd'hui plus que jamais. Place à la pastille suivante. Partons en Syrie maintenant. Je vous propose de regarder un reportage de BFM sur un des combattants djihadistes. Ahmed et ses rebelles islamistes ont été accueillis à Damas en héros il y a quelques jours. Mais dans la vie, ce jeune combattant est un agriculteur d'Idlib. Et désormais, son quotidien, c'est ce champ d'olivier. C'est dans son repère qu'on retrouve Ahmed, bastion d'HTS, le groupe armé qui a fait tomber le régime. Allez mes chéris, on y va. Ici, c'est le paradis sur terre parce que tous mes proches sont là. Avec ses 2 garçons, mais sans sa femme, qu'il ne nous autorise pas à voir. Ahmed a libéré toutes les grandes villes de Syrie, d'Alep à Damas, avec le soutien indéfectible de ses parents. Le rebelle a déposé les armes, mais une chose est sûre, il n'hésitera pas une seconde à reprendre sa Kalachnikov pour défendre sa patrie. Ça, c'est un reportage quand même sympa. C'est un gentil djihadiste qui évoque un peu... on pense à Che Guevara, tout ça, c'est formidable, quoi. Voilà, on va voir la suite. On va voir la suite, bon. On notera quand même qu'il ne montre pas sa femme. Il a quand même des principes rigoureux, ce garçon. Régis Le Sommier revient aussi sur une présentation médiatique qu'on nous avait faite. C'était le civil, le détenu sauvé par la présentatrice de CNN qui sort de prison. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'un ancien lieutenant des services de renseignement ayant caché son identité. Alors, Libération se pose la question... Est-ce que Clarissa Ward, leur journaliste, a été dupée? Et bien, Clarissa Ward, elle a reconnu que cet homme dont elle a tenu l'épaule en l'accompagnant à sa sortie de prison, eh bien, elle a reconnu que c'était effectivement un ancien officier des renseignements. Clarissa Ward, c'est un peu la journaliste vedette, top modèle de CNN. C'est leur BHL à eux, quoi, en fait. Oui, un petit peu. Elle se met en scène. Elle s'est déjà illustrée par des reportages... sur l'Ukraine qui n'était pas d'une grande rigueur, on peut dire. Là, on trouve quelqu'un et on fait une mise en scène. Trump, personnalité de l'année pour le Times 2024. C'est sa 2e nomination. Je vous propose de regarder la couverture de quand il avait été nominé en 2016. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes images. Il a un halo de lumière, là, cette année. Ce n'était pas le cas auparavant. Ce qui est intéressant, c'est que Trump avait engagé un procès contre ABC News en diffamation. Et bien, ABC News a décidé de ne pas y aller. Ils ont trouvé un accord à l'amiable à 15 millions de dollars pour éviter le procès. Donc, on se demande s'il n'y a pas un peu une mise au pas en ce moment des médias par Trump. D'ailleurs, la presse le relève, ce sont les titres. Je pense qu'on ne peut pas parler de mise au pas, mais c'est simplement un changement du rapport de force. C'est-à-dire que Trump a été élu contre les médias, et évidemment... il y a un certain nombre de médias qui ont agi de manière parfaitement diffamatoire, comme ce média, et donc qui vont quand même commencer à prendre en compte le nouveau rapport de force. Je pense que les élections américaines, c'est un vrai bouleversement du rapport de force entre politique, médias et réseaux sociaux. Le JDD a réussi à avoir un entretien avec Thierry Lhermitte qui dit ceci: l'humour de nos débuts serait tout simplement impossible aujourd'hui. Thierry Lhermitte aujourd'hui est toujours acteur, mais c'est également un scénariste. Il vient de la bande des Splendides, des acteurs du Splendide. Vous avez sans doute un commentaire à faire, Jean-Yves. C'est la régression de la liberté d'expression, parce que l'humour, quand on n'a plus le droit de faire de l'humour, eh bien, on n'a plus le droit de faire de l'humour sur les puissances dominantes, sur l'idéologie dominante, sur les lobbies dominantes. Il y a vraiment un problème de liberté d'expression dans ce pays, oui. Les inconnus, l'humour des inconnus, l'humour des inconnus, c'est impossible. Ça ne pourrait plus être fait aujourd'hui. Les journalistes sont-ils des arbitres impartiaux? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous propose de regarder une séquence entre Manon Aubry, Julien Audoul, mais également Benjamin Duhamel. C'était sur BFM TV. J'en ai marre maintenant que vous ne me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur en fonction... Audoul, ça suffit en fait. Mais ça calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, vous dites des énormités. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça.
Comment ça, On ne parle pas comme ça à des Duhamel. débattrices. On ne Monsieur dit pas Duhamel. prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry. Ce sont des choses qui Monsieur- sont Monsieur inacceptables Duhamel. dans un débat. Non, Non, c'est pas excusez-moi, inacceptable. Julien Audoul. Monsieur Duhamel. Depuis le début, Monsieur Duhamel. Attendez. Non, s'il vous plaît, Alors, laissez-moi vous avez terminer. un parti pris, Laissez-moi terminer. Non, vous avez un parti pris. Julien Audoul. Je n'ai pas, Julien Audoul, je n'ai s'il pas vous plaît. insulté Madame Aubry. Sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne C'est un débat. s'adresse pas C'est un débat. à... Vous, la Écoutez, féministe de pacotille, Incroyable. vous en écoutez, Incroyable. s'il vous plaît. Vous verrez toujours Messieurs, plus dames, cet messieurs, dames. antisémitisme abject. Merci pour la sonnerie. Bon, Jean-Yves, il y a plusieurs choses à commenter, mais on finit sur la sonnerie de cette séquence. C'est hallucinant, non? Ah bah c'est la répression de BFM TV qui clôt le débat. Alors ça c'est typique d'une position toujours très agressive de l'extrême gauche qui vise à interdire l'expression de certaines opinions. Donc ils essayent de prendre le pas pour interdire l'expression de certaines opinions. Et là, Audoul s'est pas tout à fait laissé faire, et donc Manon Aubry est montée en régime, et au moment où Audoul a voulu reprendre un peu la main, il lui a dit cette phrase tout à fait banale, calmez-vous, prenez un peu d'eau, on monte ça en épingle en disant c'est anti-féministe, je ne peux pas vous laisser dire ça, et on voit très bien l'alliance entre LFI en l'occurrence, et le présentateur de BFM TV, Benjamin Duhamel, dont on connaît l'impartialité. Il y a l'Humanité qui est montée au secours de son champion, enfin plutôt de sa championne. Sur le plateau de BFM TV, Julien Audoul fait une remarque sexiste à Manon Aubry. C'est amusant, ça. Il y a les médias qui ont le droit de soutenir et il y a ceux qui n'ont pas le droit, quoi. Non, et puis alors, sexiste, ça n'a rien de sexiste. Je veux dire, prenez un verre Manon d'eau, Aubry, c'est pas, vous êtes une hystérique, j'allais hein. dire, Manon Aubry, c'est un homme politique. Enfin, c'est une femme politique. C'est un homme politique. Un homme politique, elle est dans le combat politique. Et donc, elle donne des coups, elle en reçoit. Se mettre à l'abri en disant « Ah, mais non, je suis une femme, on n'a pas le droit de me dire ça », c'est vraiment incroyable. Ça suffit, hein. Ça suffit, Floriane, ça suffit. Voilà. Je vous propose de regarder également, toujours sur les médias, Dupond-Moretti, qui parle de CNews face à Léa Salamé. L'extrême droite a une chaîne dédiée et un tas de médias dédiés à leur service. D'ailleurs, Madame Le Pen parle de CNews en disant « ma chaîne ». Qui est une réalité. Donc c'est à cause de l'Empire Bolloré si l'extrême droite est forte. Madame Salamé, soyez nuancée. Mais je le suis. C'est à cause de cela. Je vous pose la question sur la réponse. Voilà, sur la proposition. Laissez-moi développer un peu. C'est ça la grande difficulté de la parole politique, c'est qu'on a rarement le temps de développer et qu'on n'est pas dans la nuance. Ça, c'est incroyable aussi, ça, Jean-Yves. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des statistiques donné par Vanguard, qui est un excellent compte, un excellent site, qui montre que en permanence, le volume médiatique de ce que M. Dupond-Moretti appelle le Rassemblement national ou l'extrême droite est toujours très en deçà du volume électoral. Donc il n'y a pas une surprésence médiatique d'un certain nombre d'idées ou d'un certain nombre de courants de pensée ou de courants électoraux, il y a une sous-représentation médiatique. C'est exactement l'inverse. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On ne se quitte pas tout de suite. Il vous reste le portrait piquant et le jeu des 7 familles avec la famille Duhamel, présentée par Claude Cholet en partenariat avec Logim. D'ici là, portez-vous bien. Bien sûr, on vous souhaite un très joyeux Noël. Et on se retrouve le jeudi qui suit cette belle fête de famille qu'on vous souhaite, avec un numéro qui sera avec Lucas Chancerelle. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur TVL. Vous connaissez le jeu des 7 familles. Nous allons jouer ensemble avec le jeune journaliste Benjamin Duhamel qui officie sur BFM TV. Nous commençons. Je demande le grand-père. Bonne pioche. Le grand-père, c'est Jacques Saint-Cric, ancien président du quotidien La Nouvelle République du Centre-Ouest. Maintenant, je demande la mère. Rebonne pioche. La mère, c'est Nathalie Saint-Cric, directrice du service politique de France 2 depuis 2012. Maintenant, je demande le père.
Encore bonne pioche. Le père, c'est Patrice Duhamel, directeur de Radio France, puis France 2, puis des antennes de France Télévisions. Enfin, je demande l'oncle. Toujours bonne pioche. L'oncle, c'est Alain Duhamel, né au début de l'ère tertiaire et toujours actif sur les ondes comme sur les écrans. Diplômé de Sciences Po en 2017, Benjamin Duhamel avait souligné sa proximité avec Clément Méric, un jeune gauchiste tué dans une bagarre en 2013. Encore étudiant, il déclarait la main sur le cœur, ouvrez les guillemets, ainsi donc on peut mourir, non pour être, comme le dit le cliché journalistique, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais précisément parce que le courage de l'engagement nous a commandé d'être ce que l'on est à chaque instant de la vie, à chaque heure du jour. Ainsi donc en France, on meurt de nouveau de politique. On tue en France pour crime de gauchisme. Fermez les guillemets, c'est beau. Comme la conclusion d'une dissertation de Sciences Po, et c'est dans Libération, le 9 juin 2013. Benjamin trouve rapidement un bon stage, puis un emploi de pigiste chez RTL. Et RTL où officie son bon oncle Alain Duhamel. Il ne restera qu'un an à LCI où se trouve déjà Alain Duhamel, avant de filer chez BFM TV où il va retrouver un autre chroniqueur qui a changé de paroisse. Je vous le donne en mille, c'est l'oncle Alain, toujours lui. Le monde est vraiment petit. Le 17 janvier 2023, il participe à un déjeuner de presse sur la réforme de retraite, en théorie confidentielle, avec Emmanuel Macron. Il reprend dès le 18 janvier et mot pour mot les éléments du langage présidentiel parlant de victoire de l'irresponsabilité en cas d'échec de la réforme. Laissons le mot de la fin à Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image. Je cite: « Je dis Duhamel le jeune pour qu'on distingue Benjamin Duhamel de Duhamel l'ancien, prénommé Alain. Fascinante dynastie à la Grimaldi. » Pierre Bourdieu parlait de reproduction sociale. Benjamin Duhamel en est une illustration grandeur nature. Passons le bonjour à sa famille.